Attendu depuis quelques semaines, le nouveau gouvernement qui doit assurer la transition vers la 5e République est désormais connu depuis le 20 août dernier. Ce nouveau gouvernement est composé de 35 ministres, 2 ministres de plus par rapport à celui de 2020. Cependant, 11 ministres sont sortis du nouvel exécutif, certains appelés à d'autres fonctions. 13 nouveaux ministres ont fait leur entrée au gouvernement et certains parmi eux se voient confier des départements stratégiques comme l'économie et les finances, la santé et l'hygiène publique, l'économie maritime, les mines et l'énergie ou encore l'enseignement supérieur, entre autres. Le nouveau gouvernement voit également des changements au niveau des attributions de plusieurs départements. Désormais, la pêche, l'élevage et la réglementation de la transhumance font un département à part entière, de même pour l'aménagement des territoires et la formation professionnelle. L'hydraulique villageoise est rattachée à l'agriculture et au développement rural. L'inclusion financière est dorénavant du ressort du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. La culture, quant à elle, est prise en charge par le ministère de la Communication et des Médias. L'administration territoriale s'occupera aussi de façon particulière de la chefferie traditionnelle et coutumière. Le tourisme est devenu le parent pauvre du nouveau gouvernement. Joseph Gluckbo-Gumado, récemment nommé ministre de l'Aménagement et du Développement des Territoires, a été suspendu par son parti d'origine, l'Alliance nationale pour le changement, ANC, peu de temps après sa nomination. La décision a été annoncée ce mercredi par le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Selon le parti, la nomination de Joseph Gumado, qui est également membre du bureau national de l'ANC et maire de la commune du Golfe 1, a été apprise par les responsables de l'ANC par les médias. Le parti considère cet acte comme une faute lourde en violation de ses engagements envers l'ANC. En réponse à cet acte, une procédure disciplinaire a été ouverte en l'encontre de Joseph Gumado. Le bureau national de l'ANC pourrait prendre des sanctions allant jusqu'à son exclusion définitive du parti, conformément au statut du parti. L'ANC a précisé que cette nomination a été faite entièrement de l'initiative et de la responsabilité individuelle, personnelle et solitaire de l'intéressé. Le parti a également exhorté ses militants à rester vigilants face à ce qu'il qualifie de manœuvre du parti au pouvoir visant à affaiblir l'opposition. L'ANC affirme être prête à résister aux tentatives de manipulation et à continuer à lutter aux côtés des forces vives de la nation pour l'alternance et la démocratie au Togo. Alors que le parti s'engage à maintenir sa ligne de conduite, l'issue de cette procédure disciplinaire sera observée de près tant par ses militants que par l'ensemble de la classe politique togolaise. Récemment, l'éditeur britannique de revues scientifiques et académiques Taylor & Francis Group a dans un rapport déclaré que 22% des médicaments vendus en Afrique subsaharienne sont de qualité inférieure ou totalement falsifiés. D'après ce rapport, les études faites de 2014 à 2024 dans les pays de l'Afrique subsaharienne ont révélé que sur 7558 échantillons de médicaments couverts, 1639 avaient échoué au minimum une fois en test de qualité. Ce qui, en d'autres termes, signifie que ces 1639 médicaments sont contrefaits. Ces études avaient porté sur la prévalence des médicaments falsifiés de qualité inférieure, non agréés et non enregistrés et leurs facteurs associés en Afrique. Le dit rapport a également révélé que des médicaments comme les antibiotiques, les antipaludéens et les antiprotozoaires sont généralement de qualité inférieure et falsifiés. Ces médicaments sont aussi les plus signalés. On peut retenir que le taux le plus élevé de médicaments contrefaits est de 88,4% pour le Malawi, suivi du Togo et du Ghana, qui sont chacun à 75%. Suite à tout ceci, la responsable de la recherche à Access to Medicine Foundation a déclaré, je cite, « Si les patients reçoivent des médicaments de qualité inférieure ou carrément falsifiés, cela peut entraîner l'échec de leur traitement, voire des décès qui auraient pu être évités. »
Rappelons que selon l'Office des Nations Unies contre la drogue, en 2023, 500 000 personnes sont mortes suite à la consommation des médicaments de contrefaçon en Afrique subsaharienne. Derrière les sourires de façade, ils s'entredéchirent depuis des mois à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Des cadres du parti présidentiel congolais s'opposent à la gestion de l'UDPS par Augustin Kabouya. Alors pour succéder au secrétaire général, un chef par intérim a été désigné le 11 août dernier, une décision assumée du côté des frondeurs. L'ex-secrétaire général Augustin Kabouya s'est rendu coupable de plusieurs méfaits qui ont entamé totalement la confiance que les combattants pouvaient ou avaient en sa personne. C'est ça qui a motivé la présidence du parti et les autres organes à prendre une décision et à trancher en faveur de la base. Le divorce est donc consommé avec l'entourage d'Augustin Kabouya. L'homme politique est pointé du doigt par ses détracteurs pour son manque de vision. Le secrétaire général est à la tête du parti de Félix Tshisekedi depuis février 2022. Terminé, l'union affichée vole en éclats, loin des acclamations du congrès d'août 2023, où Augustin Kabouya avait été désigné secrétaire général. Maintenant, il fait face à des accusations de mauvaise gestion et d'incompétence. Accusé de l'incompétence, je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, pour la première fois, mon parti UDPS Tshisekedi est devenu la première force politique en République démocratique du Congo. C'est sous le leadership d'Augustin Kabouya. Le congrès de Ngandayala a consacré M. Augustin Kabouya non seulement comme secrétaire général, mais aussi et surtout comme président intérimaire. Alors, si on se réveille un matin comme ça pour dire qu'il y a un groupe de gens qui pensent qu'ils sont au-dessus des congrès, ils se trompent. Félix Tshisekedi a qualifié de vitalité démocratique les tensions au sein de l'UDPS. Le président doit s'entretenir avec les différents acteurs. Quartier de Karkandié à N'Djamena. Les pieds encore dans l'eau, les habitants tentent de sauver ce qui reste après les dernières pluies de vendredi, dimanche et lundi. Mais l'eau s'est infiltrée partout dans ces habitations vétustes, jusqu'à faire s'écrouler des maisons entières. Une femme enceinte, son mari et son enfant ont ainsi trouvé la mort lundi dans la capitale. Il suffit d'aller un peu plus loin pour voir toute l'étendue du désastre. De l'eau partout, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. Des sacs de sable posés ici et là, des barrages bien dérisoires. La plupart des habitants ont tout perdu. Ils errent dans l'eau, épuisés et affamés. Nous sommes nés ici, nous avons grandi ici. Maintenant, on ne sait pas où aller. Les gens n'ont rien pu sauver, ils sont sortis les mains vides, juste avec les vêtements qu'ils portaient. Sous ces maisons écroulées, ils ont laissé leurs biens, des assiettes, des marmites, des chaises. Le président Mahamat ne peut pas rester indifférent face à notre situation. Dans notre propre pays, ce n'est pas possible. Qu'il nous trouve une solution. Depuis hier, il y a des personnes qui n'ont rien mangé. Il n'y a pas de gaz, rien. Certains restent sur place pour garder leurs maigres biens. D'autres se sont réfugiés ici à Farsha, dans ces tentes communes. Ce campement, l'un des 2 sites mis en place par l'ONU et les autorités à N'Djamena, abrite près de 200 ménages, soit environ 8000 sinistrés, comme Fané Abakar, sa famille et ses voisins. Quand il pleuvait, je n'étais pas à la maison. À mon retour, j'ai trouvé que l'eau atteignait le niveau des cuisses. Ma petite fille, ce sont les voisins qui l'ont sortie en la portant sur leurs épaules. Avec l'aide de pirogues, ils ont évacué les gens. À ce moment-là, j'ai pris ma fille et on a été évacués ici. Fané et sa famille ont reçu des kits alimentaires, des nattes et des couvertures pour dormir. Une aide bienvenue, mais très insuffisante pour ces sinistrés qui s'inquiètent pour leur avenir. Moi, j'ai reçu une natte, une couverture et un kit alimentaire qu'on partage avec les enfants. Leur père a reçu 5 savons et un kit alimentaire. Sinon, on nous fait des promesses par-ci par-là sans rien de concret. On se contente de peu, sinon on n'a rien, même pas une pièce d'argent. Faute de solution viable, certains ont déjà quitté le campement pour retourner dans leur quartier. D'autres n'ont même pas encore accès à ces sites de refuge. Les difficultés qu'on a actuellement pour le moment, c'est de trouver les sites pour les aménager, puisque tous les espaces sont inondés et c'est difficile d'avoir les espaces pour construire les sites et les abriter. Mais Dieu merci, la génie militaire est à pied d'œuvre pour nous aménager les sites très rapidement pour construire.
Un comité national de prévention et de gestion des inondations a été mis en place par le gouvernement pour apporter une aide d'urgence aux sinistrés. Le Tchad fait rarement face à de telles pluies et inondations, mais cette année, le phénomène a frappé le pays de plein fouet, notamment dans l'extrême nord, dans la région désertique de Tibesti, où l'on dénombre une 60aine de morts. Selon le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, près de 250 000 Tchadiens ont été impactés par les crues en seulement quelques semaines. C'est officiel, les élections législatives, provinciales et communales du Tchad auront lieu le 29 décembre prochain. L'annonce a été faite mercredi par le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bartichre. Les 3 élections seront organisées de manière couplée en décembre avec l'ancien fichier électoral. Pour cause, le manque de moyens matériels et financiers, a indiqué le président de l'agence. Pour ces élections, le calendrier est déjà bien défini. Les dépôts de candidatures auront lieu du 19 au 28 octobre et les résultats définitifs seront connus le 3 février 2025. La série d'élections à venir revêt une importance capitale car elle permet de tourner définitivement la page de la transition, a souligné le responsable de l'agence. Les dernières élections législatives du Tchad remontent à février 2011. L'Assemblée nationale devait être renouvelée en 2015 avant que sa composition ne soit prolongée par une loi constitutionnelle et l'échéance électorale repoussée en raison de la menace djihadiste puis de la période de transition. À chaque voyageur, le même traitement. Pour passer cette frontière entre l'Ouganda et le Kenya, il faut d'abord se laver soigneusement les mains, puis se rendre dans ce bureau de contrôle. Ici, chaque voyageur passe à travers un scanner thermique, tout en étant filmé. L'objectif, dépister d'éventuels symptômes du Mpox. Avec la recrudescence des cas dans certains pays africains, les autorités des 2 pays prennent cette menace au sérieux. Si la température du voyageur est élevée, c'est à ce moment-là que nous pouvons avoir des soupçons. Nous réfléchissons à quel pourrait être le problème avec lui et après nous faisons des recherches sur son histoire. D'où vient-il ? Les passagers en provenance de la RDC, l'épicentre de l'épidémie, sont particulièrement surveillés. Près de 17 000 cas suspectés ou confirmés y ont été recensés. Les premières doses de vaccins doivent arriver la semaine prochaine dans le pays en provenance du Japon et des États-Unis. Mais en attendant, beaucoup s'inquiètent. Cela peut être un peu effrayant parce que nous ne savons pas jusqu'où l'épidémie peut s'étendre. Personnellement, je n'ai pas connu cela et aucun de mes amis proches ou de mes parents n'a été en contact avec ce virus. Mais j'espère qu'on empêchera sa propagation. Les autorités ougandaises sont également en contact avec l'OMS pour accéder à des vaccins. Elles se disent prêtes à faire face à l'épidémie. L'Ouganda est un leader reconnu en matière de réponse aux maladies épidémiques réémergentes et émergentes. Nous l'avons démontré lors des épidémies d'Ebola et de Marbourg. Le Mpox trouve donc un système très résilient qui sera capable d'empêcher sa transmission en interne. Aucune restriction de voyage n'est pour le moment prévue. L'Ouganda, le Rwanda et le Kenya, qui avaient détecté des premiers cas en juillet, n'ont pas rapporté de nouvelles transmissions. En revanche, l'épidémie continue de se propager au Burundi voisin et en République centrafricaine. Les premiers camions du programme alimentaire mondial transportant des vivres essentiels ont traversé la frontière d'Adré entre le Tchad et le Soudan. Ce point de passage clé avait été fermé pendant 6 mois par les autorités soudanaises. C'est seulement la semaine dernière que Khartoum a annoncé sa réouverture. Pendant la fermeture, le PAM était contraint parfois d'utiliser des voies longues et dangereuses. Ce sont les premiers camions à franchir la frontière entre le Tchad et le Soudan à Adré depuis des mois. C'est une très bonne nouvelle car ce corridor est le plus rapide et le plus pratique pour acheminer l'aide humanitaire aux populations du Darfour qui en ont besoin urgemment. Depuis le début du conflit en avril 2023, l'ONU s'alarme du blocage de l'aide humanitaire et de l'interruption de la saison des récoltes. Selon plusieurs rapports, plus de 25 millions de civils au Soudan et les personnes ayant fui leur pays sont dans une situation de famine et ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence.